Raed Chaibi, bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Adil Farkan. Comment ça va, hein? Très bien et vous? Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment? Concentré et puis je dis oui, très concentré. Ouais. Très concentré. Concentré. Comment se porte l'association de la coopération franco-tunisienne? Très bien. Très bien. Alors vous êtes notre invité justement pour parler, vous savez quoi, de cette fameuse constitution, ce référendum pardon, pour le projet de la nouvelle constitution tunisienne, et ça parle beaucoup d'ailleurs. Exactement. Pourquoi ça parle autant? Pourquoi ce référendum fait beaucoup parler de lui? Pour quelle raison d'ailleurs, même au point où les ONG sont montées au créneau, Monsieur le Président? Parce que on est, je dirais, au bout d'un processus qui a commencé le 25 juillet 2021, donc l'activation de l'article 80 par le président de la République, à la suite, on va dire, d'une crise sanitaire qui a, je dirais, qui a entraîné avec elle une crise institutionnelle. Oui. Et donc, à la suite de cette reprise en main par le président de la République, il était nécessaire, on va dire, de remettre un peu d'ordre dans la boutique. Et donc, à la suite d'une feuille de route qui a été annoncée d'ailleurs très clairement par le président de la République le 17 décembre 2021, Monsieur Kais Saïed? le président Kais Saïed, pardon. le président Kais Saïed, qui avait annoncé notamment la tenue d'une consultation nationale, la rédaction d'une constitution et donc un référendum qui aura lieu le 25 juillet prochain et pour les Tunisiens résidents de l'étranger les 23, 24 et 25 juillet. Pourquoi ça fait parler? Parce que ça vient après, comme je le disais, le 25 juillet, salué par les uns, dénoncé par les autres. Et donc on est surtout en plus à la suite, je dirais, d'une révolution de jasmin. Donc forcément, lorsque la Tunisie est amené à, à connaître comme ça des bouleversements institutionnels, il était tout à fait normal que ça fasse parler. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout de suite. Mais justement, ça fait parler. Pourquoi je vous posais la question? ONG des défenses des droits humains, avocats, partis politiques, tous, si vous voulez, sont un peu sur leur garde. Est-ce que vous, président de la coopération franco-tunisienne, vous êtes aussi sur vos gardes? Est-ce que vous aussi, évidemment, ou alors est-ce que, je vous pose la question moi aussi différemment, est-ce que vous êtes monté au créneau auprès des acteurs, de ces acteurs justement, concernant ce fameux référendum? Et qu'est-ce que vous leur avez dit éventuellement si c'est le cas? Alors, deux observations. La première, par rapport aux craintes et par rapport à tout ce que j'ai pu entendre. Vous savez, moi, je me tiens toujours un peu à l'écart de la vie politique tunisienne, mais il n'en demeure pas moins que je suis citoyen tunisien. Et donc, je ne peux pas détourner le regard sur ce qui se passe dans mon pays. Et donc, depuis plusieurs mois, j'entends beaucoup de choses, beaucoup de... comment dirais-je, de vérités prononcées, mais qui en réalité n'en sont pas. Je prends un exemple très concret. Beaucoup avaient pointé du doigt ou continuent à pointer du doigt la Tunisie en disant « Ah, c'est une dictature, coup de force du président, on a affaire à un président qui concentre tous les pouvoirs. » Mais je voudrais quand même rappeler que pour une dictature, quand on parle de dictature, il faut savoir... ses pouvoirs. C'est le sentiment. Je vais y c'est le venir. sentiment de la société civile, je vous le rappelle, Monsieur le Président. J'y viens. Mais quand on parle de dictature, il faut savoir aussi de quoi on parle. Parce qu'une dictature, généralement, on concentre effectivement tous les pouvoirs, on met généralement les opposants en prison, et parfois pour des délits, enfin pour des prétextes totalement fallacieux. Et puis quand on pense le contraire, généralement, ça tombe sous le coup du délit d'opinion. Or là, pour une dictature, organiser une consultation nationale et populaire, organiser, mettre en place un projet de constitution, organiser un référendum. Je ne connais pas d'exercice plus noble que le référendum, c'est-à-dire laisser le peuple juge et souverain se prononcer sur un projet de constitution. Et ensuite, organiser à la mi-décembre 2022 des élections législatives anticipées. Pour une dictature, pardonnez-moi, on a vu pire. De se dire qu'il veut renforcer. J'y viens. Mais permettez-moi juste de rappeler qu'au moment où on se parle, il y a pas mal de pays qui connaissent, on va dire, des transitions. Je connais très peu de pays qui, en 12 mois, organisent une consultation populaire, un projet de constitution qui sera soumis à référendum et ensuite une élection législative. Tout cela, en 12 mois, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Pourquoi les Tunisiens, la société civile, ont le sentiment justement qu'ils souhaitent renforcer ses pouvoirs? Ils ne souhaitent pas renforcer le pouvoir. Il y a une volonté populaire qui s'est exprimée lors de la consultation et qui dit tout simplement on souhaite voir le retour d'un régime présidentiel. Je m'explique pour celles et ceux qui nous écoutent. En 2014, le Parlement tunisien a adopté une constitution
qui, comment dirais-je, consacrait le régime parlementaire. Oui. On va même dire un régime hybride, c'est-à-dire le pouvoir était concentré entre le gouvernement et le Parlement. Qu'est-ce que ça a donné? Cette constitution, elle a duré 7 ans, de 2014 jusqu'à 2021. Il y a 5 gouvernements qui se sont succédés en cette année. L'instabilité vient d'où? Depuis le 25 juillet, elle date déjà depuis bien avant, depuis, comment dirais-je, depuis 2011. Et en 2014, ça s'est aggravé. 5 gouvernements en 7 ans. Les dispositions qui étaient prévues dans cette constitution ne pouvaient que amener à des blocages. Exemple très concret, il devait s'écouler, oui, il s'écoule, entre le moment où le chef du gouvernement est nommé par le parti représenté au Parlement, le parti majoritaire, donc on savait pour qui cette constitution elle avait été taillée. Entre le moment où le chef du gouvernement est nommé et le moment où il peut commencer à bosser avec son équipe, il s'écoule en moyenne entre 2 et 4 mois. Est-ce que la Tunisie, qui traverse une crise économique et sociale, peut attendre entre 2 et 4 mois avant qu'un gouvernement puisse commencer à bosser? Comment voulez-vous que la Tunisie puisse s'en sortir? Comment voulez-vous que, ne serait-ce que les interlocuteurs officiels de l'État, je pense aux syndicats, je pense aux associations, je pense aux acteurs économiques. J'y viens. À celles et ceux qui se posent la question et qui se disent quand même que le président Kais Saied est-il vraiment, oui ou non, un dictateur? Je réponds à votre question. Comment Oui, non, mais je réponds à votre question et à travers vous, savez quoi, je réponds à celles et ceux qui se posent des questions. Ici à la radio, on a des connexions avec des journalistes locaux. Bien sûr. Ils nous ont dit effectivement, les Tunisiens je le vivent. Je réponds. Ils disent même d'ailleurs, il y a un net recul, vous savez de quoi? Recul des libertés civiles. Alors on répond quoi? Mais attendez, il faut déjà retracer le contexte, encore une fois. Et après, je vais y venir point par point à ce que vous évoquez, à travers vous, les questions que se posent nos compatriotes tunisiens. Il faut savoir que cette constitution n'a ramené avec elle que l'instabilité. Je viens de vous le dire, 5 gouvernements en 7 ans. Quand vous êtes un acteur de la société civile, quand vous représentez les entreprises, quand vous représentez les ouvriers, ou quand vous êtes de grandes institutions internationales, comment voulez-vous négocier avec un gouvernement qui change, passez-moi l'expression, tous les 36 du mois? Ça n'est pas possible. Et le clou du spectacle, permettez-moi de m'exprimer ainsi, ça a été la crise sanitaire. Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'on avait une situation, et j'en sais quelque chose, puisque j'ai apporté mon aide à la Tunisie. On avait une situation en Tunisie, exactement, on avait une situation en Tunisie où on avait une crise sanitaire absolument calamiteuse, comment dirais-je, sur le mois de juillet 2021, par exemple, juste avant que le président décide de reprendre les choses en main, on avait 2930 morts du Covid, rien que sur le mois de juillet 2021, faisant de la Tunisie le pays au plus fort taux de mortalité en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés, on ne dit rien, et pendant ce temps-là, on avait au Parlement des parlementaires qui s'envoyaient des chaises en pleine figure, qui s'insultaient, qui se permettent d'invectiver, comment dirais-je, d'autres parlementaires, certains insultant les binationaux, comme moi, comme celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, de bâtards. On continue encore comme ça? On ne peut pas continuer comme ça. Ce qui m'exaspère, c'est qu'on a perdu 10 ans en réalité. On a perdu 10 ans. Exactement. On a perdu 10 ans. Parce que qu'on aille me démontrer que la stabilité est arrivée après le 14 janvier 2021, je demande à n'importe quelle personne de m'en fournir la preuve. Parce que quand vous avez 12 gouvernements en 10 ans, quand vous avez le chômage qui passe à moins de 10% en 2011, à aujourd'hui, qui a atteint les 20%, donc 40% juste pour les jeunes, qu'on m'explique que, comment dirais-je, la période post-révolution a été une grande réussite. Et celles et ceux... Est-ce qu'on peut parler d'un recul majeur des libertés civiles? Absolument pas. Absolument pas, parce que cette constitution... Certains activistes, vous savez ce qu'ils disent? Le président... Cette constitution, cher Adil... est en train de poser le pilier de son pouvoir... Cher Adil, cette constitution qui est proposée aux Tunisiennes et aux Tunisiens... J'en doute pas. Cette constitution qui est proposée aux Tunisiennes et aux Tunisiens appelle à un retour, je dirais, de la fonction exécutive, puisque c'est comme ça que c'est défini, à une fonction exécutive où le président et le gouvernement déterminent la politique de l'État. On n'est pas dans un régime présidentialiste, on est dans comment dirais-je, il est proposé un régime présidentiel. Un président qui conduit et détermine la politique de l'État avec un gouvernement. C'est comme ça que ça doit se passer. Pardonnez-moi, le régime hybride parlementaire avec le pouvoir entre les mains du gouvernement et du Parlement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a ramené que des blocages. Et quand vous avez au Parlement des partis qui veulent se débarrasser d'un gouvernement parce que telle ou telle mesure, eh bien, ne convient pas aux intérêts de tel ou tel parti, parce que la réalité, il ne faut pas se le cacher, c'est que l'Assemblée des représentants du peuple s'était transformée en Assemblée des représentants des partis et non pas du peuple. Allez expliquer aux Tunisiennes et Tunisiens, et j'attends d'ailleurs d'avoir des explications de celles et ceux qui
critiquent et qui tirent à boulet rouge. Alors, à et je quelques jours du 27 juillet. voudrais le dire sur votre antenne, Alors. celles et ceux qui, comment dirais-je, qui ont un avis, je dirais, négatif sur la Constitution, ou celles et ceux qui, comme moi, voteront oui, on doit respecter leurs opinions, ils doivent les défendre, et c'est très bien ainsi. En revanche, celles et ceux qui tirent à boulet rouge, je veux bien entendre les critiques. Mais il est difficilement audible pour moi, excusez-moi, cher Adil Farkan, il est difficilement audible pour moi d'entendre des personnes qui critiquent alors qu'ils ont été aux manettes, qu'ils avaient l'ensemble du pouvoir entre les mains, au Parlement, au gouvernement, associés au gouvernement, et à la finale, on a une dette qui est abyssale, qui représente 98% du PIB, le chômage qui augmente, un Parlement qui, plutôt que de bosser dans l'intérêt du peuple tunisien, n'a absolument pas bossé dans son intérêt, mais plutôt dans leur intérêt égoïste. Je vais vous donner un exemple très concret qui s'est déroulé l'année dernière lors de la crise sanitaire. Il a fallu 2 mois au Parlement pour adopter un projet de loi permettant à la Tunisie d'intégrer le dispositif COVAX pour avoir des vaccins. La Tunisie a commencé sa campagne de vaccination à la fin du mois de mars 2021, alors que ses voisins du Maghreb les ont commencé à partir du mois de janvier. Quand vous avez, je dirais, un président qui conduit la politique de l'État, qui impulse la politique de l'État avec un gouvernement, parce qu'un pouvoir qui est concentré entre les mains du président, généralement, il n'y a pas de gouvernement. Mais quand vous avez un président qui conduit la politique de l'État avec un gouvernement, comme ça a été le cas après le 25 juillet, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 million de vaccinés en 2 journées, là où le gouvernement précédent en avait vacciné 2 millions en 5 mois. En 5 mois. Oui. Et ça, c'est grâce notamment au volontarisme qu'a fait preuve le chef de l'État, à la mobilisation, de la présidence de la République, qui a mobilisé la santé militaire, qui a mobilisé nos personnels soignants, mais aussi la diaspora que je salue, qui s'est mobilisée pour aider la Tunisie. Et j'ai personnellement aussi mobilisé les collectivités locales françaises pour aider la Tunisie. Il faut qu'on avance, parce que, évidemment, on arrive bientôt au terme de cette interview consacrée à la Tunisie, ce référendum constitutionnel. À quelques jours, d'accord? C'est le 25, vous disiez tout à l'heure, le 25. Tout à fait. On est à quelques jours. Alors, la question est très claire. Est-ce que c'est un événement qu'on va vivre ou finalement, comme beaucoup le pensent, un non-événement? Non, c'est un événement qu'on va vivre parce que j'ai envie de dire, je l'espère, en tout cas à partir du 25 juillet, j'ose espérer qu'on va écrire une nouvelle page de la Tunisie. Vous savez, les commentateurs sont là pour commenter. Il y en a si les gens parlent à la place du peuple en disant les dés sont pipés, ça veut dire qu'on prend les Tunisiens pour des veaux. Pardonnez-moi. Le peuple est souverain, il décidera s'ils acceptent la Constitution ou pas. À celles et ceux, je rebondis sur votre question de tout à l'heure, qui s'inquiètent pour les droits et libertés. Quand vous analysez la Constitution de 2022, le chapitre des droits et des libertés reprend exactement au mot près le chapitre des droits et des libertés de la Constitution de 2014. Alors, ce que je veux vous dire, cher Adil, et à celles et ceux qui nous écoutent, je respecte tous les points de vue. J'appelle celles et ceux qui veulent voter oui ou qui veulent voter non à se déplacer c'est le easy.tn pour vérifier notamment les bureaux, voilà, pour vérifier où est-ce que vous... Un passeport, il faut quoi? Le passeport ou bien la carte nationale d'identité tunisienne pour savoir dans quel bureau de vote. Dans les consulats? Les différents consulats? Eh bien, sur ce site-là, vous aurez le bureau où vous pouvez voter. Mais ce que je voudrais dire, c'est que... Bien sûr, exactement. Ce que je voudrais dire, c'est que, à titre personnel, je ne peux... La véritable question que je me pose, moi, à titre personnel, peut-être que celles et ceux qui nous écoutent se poseront la même chose, c'est qu'au-delà de savoir si voter oui ou il faut voter non, la question c'est est-ce qu'on revient comme avant, c'est-à-dire un Parlement bloqué, c'est-à-dire une désorganisation gouvernementale, ou est-ce qu'on a envie de construire une nouvelle Tunisie? Moi, en votant oui, cher Adil, à partir du 23, je repenserai à ce directeur du dispensaire de la région de Bizerte qui est en train de pleurer parce qu'il n'y avait plus d'oxygène. En votant oui, je penserai à ces 2930 morts du Covid. En votant oui, je repenserai à tous ces parlementaires de la mouvance islamiste radicale, de la coalition de l'indignité, parce que ça ne s'appelle pas autrement, qui se permettaient d'insulter les femmes isolées, de prostituées, qui parlaient de la liberté de la femme comme étant du libertinage, qui se permettaient de justifier l'assassinat de Samuel Paty. En votant oui, je repenserai à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui dans ce marasme économique et social. En votant oui, je penserai à ces 40% de jeunes qui sont dans une situation calamiteuse du fait d'une gouvernance catastrophique depuis 10 ans. Je voterai oui parce que j'aime la Tunisie, je voterai oui parce qu'il faut impulser une nouvelle dynamique pour la Tunisie. Qui nous écoutent, ils sont bien sûr, et je les appelle à voter en leur âme et conscience à partir du 23 juillet, et celles et ceux qui, comme moi... 25 juillet.
25 juillet pour ceux qui sont en Tunisie, mais à partir Oui, du c'est vrai, 23 et 24. pour celles et ceux qui sont à l'étranger, 23, 24 et Exact, 25. exact. Et celles et ceux qui pensent comme moi et qui ont envie de construire comment dirais-je, une nouvelle nation, un nouveau pays, et qu'on puisse enfin regarder vers l'avenir et, comment dirais-je, construire notre propre modèle économique et construire Merci. la Tunisie de demain, eh bien je les invite comme moi à voter oui. Merci Raed Chaibi, Merci à président. Merci Monsieur le Président de l'association de la coopération franco-tunisienne. Voilà, dans ce sens. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et vous pouvez nous joindre au 01 53 48 3000, intervenir aussi et puis nous livrer votre